sont une question d'intérêt national, dans ces deux pays pourtant. L'asservissement à l'entité sioniste est persistant et sans retenue. Mais comment les agissements des sionistes arrivent-ils à subjuguer autant d'intervenants et de décideurs dans les sphères de la politique, des médias, de la culture, des affaires, que l'on me permette de reprendre ce que j'ai écrit antérieurement, si l'influence du mouvement sioniste est opérante au plus haut point, c'est parce qu'elle est perçue et accueillie favorablement, parce qu'elle s'accorde avec les intérêts bien compris de l'Occident. En somme, la politique de Washington concernant la Palestine s'avère être l'œuvre du Pentagone et des affairistes de l'armement autant que parallèlement à celle des officines sionistes. À cela il faut s'empresser d'ajouter le rôle joué par les chrétiens sionistes dans la prééminence accordée historiquement à Israël dans le champ politique officiel des États-Unis. 1. Tenons-nous ici à l'emprise des lobbies. L'emprise des lobbies sionistes. Le sionisme influence de manière directe et flagrante l'ensemble de la politique états-unienne au Moyen-Orient. On se rappelle de l'interrogation d'Avenery, est-ce le chien qui remue la queue ou la queue qui remue le chien ? 2. Sous Clinton, Bush et Obama, les exigences de l'État juif ont toujours triomphé, même les plus délirantes. Si le travail de nettoyage ethnique se poursuit sans aucune retenue ni contrainte, c'est bien en raison du soutien immoral de l'allié états-unien, en plus de l'appui au moins silencieux de l'Europe. Bush, débordant de ferveur, avait promu le lobby israélien, ou du moins sa branche la plus active, aux plus hauts échelons des cercles de décision de l'administration. Les néoconservateurs américains sont tous des membres du Likoud. 3. Les sionistes, soucieux de maintenir leur hégémonie régionale au Moyen-Orient, ont joué un rôle déterminant dans la dévastation funeste de l'Irak. C'est eux qui dictent, à un degré ou à un autre, la politique agressive concernant l'Iran et la Syrie. Hier, ils faisaient pression sur l'administration Obama pour qu'elle assure en Égypte une transition ordonnée de l'après-Moubarak. Aujourd'hui, avec un aplomb cynique, Clinton ose demander au nouveau président de maintenir le blocus sur Gaza. Quant au candidat Romney, qui a perdu toute notion de l'honneur, il a déclaré que ce sont les différences culturelles qui expliquent la disparité de niveau de vie entre Israël et les Palestiniens. Si les pseudo-négociations successives avec les Palestiniens n'ont jamais eu la moindre signification, c'est parce qu'aucun président états-unien n'a voulu payer le prix politique intérieur nécessaire pour forcer Israël à se retirer des territoires occupés, d'autant plus qu'ils savaient que leurs efforts seraient contrecarrés par l'écrasante majorité des deux chambres du Congrès quelle que soit leur affiliation politique, de même que par les médias qui sont aux mains des sionistes. 4. Du reste, de tels pourparlers n'ont aucune chance d'aboutir aussi longtemps qu'ils sont pensés en termes politiques et non en termes de droit international. Le problème est mis au rencard en alternance, avant les élections, en raison de l'agitation fougueuse des préparatifs, au cours de la campagne électorale, à cause de l'état de focalisation générale, après les élections, parce qu'on a d'autres chats à fouetter, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Aucune issue n'est envisagée, le processus d'expropriation suit son cours et les colons déploient leurs implantations à qui mieux, rendant chaque fois une partie du territoire de Palestine définitivement sioniste. Obama qui a recueilli 61% des voix des électeurs juifs ne voudrait pour rien au monde voir ce pourcentage diminuer, d'où son empressement à servir la bonne cause. Du reste, il est tenu de rembourser le crédit qui lui a été accordé et sans lequel sa victoire en 2008 n'aurait pas été possible. S'il est vrai que le Congrès états-unien est contrôlé par le lobby israélien, alors ce lobby est contrôlé par le gouvernement israélien qui est lui-même contrôlé par les colons, et donc les colons peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Construire de nouvelles colonies et agrandir celles qui existent, ignorer la Cour suprême, donner des ordres à la Knesset et au gouvernement, attaquer leurs voisins chaque fois que ça les tente, tuer les enfants arabes qui jettent des pierres, déraciner les oliviers et brûler les mosquées. 5. Notons, pour nuancer le propos, que nombre de lobbyistes ne sont pas d'accord avec la politique actuelle d'implantation et d'expansion, ils veulent par-dessus tout renforcer la sécurité d'Israël, craignent qu'un État malveillant et raciste soit exécré de par le monde, mais qui sont donc ces chiens de garde du sionisme, avec collier, bavé croc, 6, en France, les supporters d'Israël, qui sont supposés agir dans l'ombre, s'affichent au grand jour et interviennent tous azimuts. Les uns ont leurs entrées à l'Élysée et sont abondamment médiatisés, Finkielkraut, Bruckner, les louches, BHL, les autres sont des artistes connus, Attal, Arditi, Boujena. Nombre d'entre eux occupent des postes clés, comme ces députés adhérents au groupe France-Israël.
Quant aux grands commis de l'État et autres politiques qui s'évertuent à être israélo-compatibles, ils sont bien contents de prendre part au buffet annuel du CRIF. Cette coterie, qui prétend représenter la communauté juive, n'est en réalité qu'une représentation diplomatique de l'État colonial. Elle délivre des certificats de bonne conduite à ceux qui montrent patte blanche et clament leur soutien indéfectible au projet judéo-sioniste. Aujourd'hui, avec Fabius au Quai d'Orsay, Valls à l'intérieur, Moscovici aux finances, Kouchner à l'ONU, Hollande est décidément prise en tenaille par des sionistes exaltés, impénitents et sans vergogne. Tout se passe comme si la double allégeance était entrée dans les mœurs. Selon Blanc-Rue, ce n'est pas la tendance gauche ou droite qui prime, mais le fait que tel politicien est clairement identifié comme sioniste. Sarkozy n'a jamais caché qu'il allait mettre Israël au centre de tout, et la France au service du projet unipolaire des États-Unis. Il a laissé entrevoir, bien avant d'être candidat, qu'il se consacrait au lobbying en faveur d'Israël. 7. La plupart des politiques français sont pro-israéliens, mais un certain DSK est allé très loin en déclarant en 1991 « Dans mes fonctions et dans ma vie de tous les jours, au travers de l'ensemble de mes actions, j'essaie de faire en sorte que ma modeste pierre soit apportée à la construction de la terre d'Israël. » 8. Il a également déclaré, en 2003, dans Tribune Juive, « Chaque matin, je me lève en me demandant comment être utile à Israël. » 9. Voici un personnage par la suite candidat à la présidence qui déclare sans embâche que les intérêts de tels pays étrangers constituent la motivation principale de sa carrière politique. Il sait que personne ne va s'en offusquer. Et comment, une fois élu préside, aurait-il pu servir l'État juif? Mais tout simplement en consentant avec zèle à ses dictats, en s'impliquant dans ses desseins hégémoniques et ses agissements criminels, en prenant parti contre le peuple palestinien spolié. La France est méconnaissable. Toutes ses valeurs, toutes ses traditions, tous ses idéaux, tous ses droits de l'homme, sont piétinés. 10. Les partis politiques français ne sont pas en reste de signes d'allégeance. Le Front National, par exemple, n'a pas hésité à présenter un candidat franco-israélien dans la 8e circonscription des Français de l'étranger, bassin méditerranéen, se définissant comme un juif de la halakha, loi juive. Michel Tory, un flic d'extrême droite fondateur du syndicat Action Police, faisait ami avec les gros bras du Bétard et de la Ligue de défense juive. 11. Il est vrai d'ailleurs que l'entité sioniste, comme l'Afrique du Sud de l'apartheid, a toujours cherché le soutien de l'extrême droite européenne, des populistes islamophobes de l'UDC suisse aux fascistes suédois, y compris ceux qui ont un passif nazi ou antisémite avéré. Les choses sont en train de prendre une tournure alarmante. Le lobby israélien se démène pour faire passer la loi appelée Martin Luther King. Sur ce point, Blanc-Rue écrit, cette loi, qui est en gestation, vise à assimiler légalement l'antisionisme à l'antisémitisme. Si cette loi passe, cela veut dire qu'en France, l'antisionisme sera considéré comme un délit. Critiquer Israël pourra vous conduire en prison. C'est très grave. C'est l'Union des patrons juifs de France, UPJF, qui soutient ce projet de loi transmis à tous les députés français. C'est le plus fort syndicat sioniste de France. 12. Que dire de la création en février dernier du Parlement juif européen, dont les 120 membres ont été élus par des internautes? Il ne s'agit pas d'un canular. Courroucé, le porte-parole de l'Union juive française pour la paix, en dit ceci: cette histoire de Parlement est un nouvel épisode du chantage permanent à l'exception juive, parce que l'antisémitisme, parce que la Shoah, parce qu'Israël, que l'Union européenne fasse siéger non un conseil représentatif des juifs d'Europe qui n'a pas lieu d'être mais un assez misérable lobby du sionisme en grande pompe dans son siège même. Dit à quel niveau d'aplatissement devant Israël l'institution en est arrivée. 13. Pendant qu'on y est, pourquoi les musulmans ne créeraient-ils pas un parlement islamique européen, eux qui sont victimes d'un racisme morbide et d'une flopée de préjugés? Après ce serait le tour des Noirs, des Roms, des rapatriés, des Bretons. Mensonges et travestissement de la réalité. Israël roule à tombeau ouvert, chacun en convient. Colonisation galopante, démolition de maisons et arrachage des arbres, déni d'accès à l'eau, emprisonnement inhumain de résistants, torture d'enfants, système d'apartheid et agressions quotidiennes, recours aux armes interdites par les conventions de Genève, non-application des résolutions votées par l'ONU, assassinats, en catimini, manipulation et intimidation partout dans le monde. La liste des crimes et exactions est notoirement longue. Qu'importe, la vérité historique est négligeable,
seul contre l'utopie sioniste. Il s'agit de marteler sans répit, Palestiniens terroristes, une terre sans peuple, territoire contesté, surtout pas occupé. Hamas ne veut pas la paix, l'argument massu Israël une démocratie est démenti quotidiennement par les faits. Rappelons-nous la déportation en juin dernier des demandeurs d'asile africains, mais répétée des centaines de fois. Il finit par s'imposer. L'anesthésique médiatique marche à merveille. Désormais le monde consent à la vision israélienne du drame palestinien. Il est question non pas d'une force d'occupation et d'un peuple spolié, mais de deux parties en conflit, lequel conflit se ramène progressivement à une simple question humanitaire. Le sionisme travaille à pervertir les faits, à manœuvrer l'opinion publique. Dans la guerre de propagande, il n'a jamais cessé d'innover, d'acquérir toujours plus de vigueur et d'habileté. Un câble a été transmis en décembre 2010 aux ambassades de l'État juif dans 10 pays européens. Il ordonne de trouver rapidement 1 millier de personnes qui agiront en amis d'Israël. Elles devront être recrutées parmi des journalistes, universitaires, étudiants et militants soit juifs soit chrétiens. Elles seront informées par des fonctionnaires israéliens pour intervenir en faveur d'Israël par des articles, lettres et interventions dans des assemblées publiques. 14. Les profondes manipulations idéologiques. Les mensonges variés ont eu des conséquences inattendues. En France, par exemple, les profanations de tombes sont en grande majorité perpétrées dans des cimetières chrétiens ou musulmans, mais les médias pervertissent sciemment la réalité en se focalisant sur les tombes juives. De même faut-il évoquer l'imposture de ce juif rescapé d'Auschwitz, Hermann Rosenblatt, qui a fait pleurer dans les chaumières sur son histoire d'amour alors que tout cela n'était que fabulation. 15. Quant aux agressions antisémites qui soulèvent l'indignation empressée des officiels, nombre d'entre elles sont fondées sur de simples mensonges. 16. Le statut de victime, entretenu par les médias menteurs, a permis aux conquérants juifs de passer outre les lois internationales, de se moquer des actions de protestation. L'idée trompeuse, bien incrustée dans les esprits, de la terre promise par Dieu à Israël continue de sévir parce que justement les sionistes détiennent ces médias. Alan Hart, auteur de Zionisme, The Real Enemy of the Jew, écrit « Le plus grand de tous les mensonges de la propagande sioniste est celui qui affirme qu'Israël est en danger constant d'anéantissement, que ces juifs seraient jetés à la mer. » 17. Chacun est à même de comprendre que l'entité censée être en danger est une puissance nucléaire, fabrique des drones, des blindés, des satellites, des bombes atomiques, mais les clairons de l'intoxication agissent directement sur le subconscient. Et voilà qu'on se met à croire que le pot de fer est menacé de mort par le pot de terre. Il doit bien y avoir des moments où les manipulateurs doivent pouffer de rire. Rudy Barnet se met ironiquement dans la peau d'un Israélien. Une de nos grandes forces a été de parler de paix depuis 60 ans, de proposer des négociations, d'afficher une volonté de solution pacifique, tout en continuant notre expansion territoriale. Nous sommes les rois du faire traîner, les experts du piétinement. 18. Le mouvement judéo-sioniste, fort du soutien inique des Occidentaux, se complaît désormais dans la posture du chien enragé, Moshe Dayan.